Bonjour à tous. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir Michèle Rakudson sur cette session. Avant qu'elle n'arrive, je crois qu'il y a un teaser avant que Michèle ne monte sur la scène. Donc on lance le teaser. Michèle, bienvenue. Tu préfères te mettre, installe-toi, mets-toi à l'aise. Et on va avoir un joli moment de discussion ensemble. Donc merci à tous d'être là et merci Michèle d'être parmi nous. Je vais te mettre le coussin derrière toi. Merci de m'avoir invitée, c'est vraiment super sympa. Et puis il y a plein de visages de gens que j'aime beaucoup dans la salle. Bon, merci d'être là. Super. Est-ce qu'au niveau du cadrage, ça vous va que ce soit Michèle qui soit de ce côté et moi de ce côté ou est-ce qu'on change? Ok, c'est bon, super. Donc, Michèle, on va commencer par le début peut-être. D'accord. À toi de lancer le jeu. L'idée, c'est de... Alors, on te connaît de nom, mais je pense qu'on n'a pas tous suivi forcément tes itinéraires. Je les mets au pluriel. Il y a eu des allées, il y a eu des retours. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce cheminement, ces voyages, ces itinérances entre Madagascar et la France, mais aussi d'autres pays? C'est vrai que j'ai beaucoup circulé entre Madagascar et la France. En fait, les premières années, c'est Madagascar, avec deux permanences. Un, c'est Tananarivo, et j'ai presque envie de dire un quartier qui est Faravouach, que je n'ai pas quitté parce que j'étais juste en face, le lycée Jules Ferry, le cher lycée Jules Ferry, dont je ne sais pas si j'aime ou que je déteste. Ah, il y a des questions là. Ouais, non, j'en ferai pas un roman, parce que je risque de régler des comptes. Mais bon, passons. Et puis après 83, merci Monsieur Ratsirek, j'ai dû m'en aller à toute vitesse, oui, en laissant mes enfants au pays quand même. Et puis la France, où pendant des années, je suis restée un peu à part, en travaillant à la radio.
Et puis la communauté malgache m'a accepté, n'est-ce pas Philippe Zone? Et c'est là qu'il y a eu un suivi entre la rebelle politique que j'étais à Madagascar et la rebelle politique que j'ai continué à être ici en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu quelques moments épiques, n'est-ce pas, madame? Très épiques. Quelques comment on dit ça? Rebondissement. Quelques rebondissements, quelques marches, où nous fûmes assez nombreux. Puis après, ça a été le retour à Mada. 2010, donc. 2010, je suis rentrée à Madagascar. J'ai tout simplement un jour posé ma lettre de démission à Radio France Internationale. On m'a dit, mais t'es complètement cinglé, excusez-moi du terme, qu'est-ce que tu fous là? J'avais fait le tour. Oui, oui. J'avais fait le tour, la plupart des livres, je les ai écrits ici. Puis bon, je ne me voyais pas vieillir en France. Et donc tu es revenue à Madagascar. Et je suis revenue à Madagascar. Et à Madagascar, il y a eu le moment classique où tout le monde me regardait en disant « Mais elle est folle, celle-là, qu'est-ce qu'elle revient faire ici ?» Elle était bien en France, pourquoi elle repart? Et c'est vrai, il y a eu une époque où je passais mon temps à regarder les avions en disant « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Oui. Et puis petit à petit, comme on dit en malgache, nakavultani, j'ai pris la couleur de la terre. Puis j'ai surtout quitté la ville. Je suis allée vivre à la campagne, faire une campagne pas trop loin de la ville, mais une campagne quand même. En Batmang? Non, en Batmang, elle ne m'a pas vraiment acceptée au début. Enfin, plutôt, il y avait un paysan qui avait occupé la maison de mes grands-parents, qui d'ailleurs jusqu'à maintenant refuse de partir. Il faudrait peut-être que j'utilise des grands moyens pour le faire dégager. Mais ça a été plutôt en Bouillemang. D'accord. Et en Bouillemang, j'ai été acceptée, mais ça a été pas très évident. Mais bon, bref, passons. Maintenant, je le suis. Je suis madame. et puis bon, et puis maintenant, au bout d'un moment, moi, je crois que je suis pas très stable. Tu es nomade? Tu aimes bien ouais, bouger? je suis une nomade. C'est vrai que je le suis. Oui. Que j'ai beaucoup voyagé, que j'ai toujours une valise dans un coin de la pièce, toujours prête à reprendre le premier avion, le premier. Si j'ai un clin d'œil vis-à-vis de mes fils qui n'ont qu'une envie, c'est d'attacher maman. Je viens de leur dire, je viens de leur envoyer un mail en leur disant bon, vous allez être tous très contents. Je ne suis pas dans un taxi, je ne suis pas dans une voiture, je ne suis pas dans un train ni dans un avion. Je suis à la maison et je dors. Et il y en a un qui m'a sorti cette phrase super. Peut mieux faire. J'ai dit non. Oh. J'ai dit non. Je ne ferai pas mieux parce qu'il est hors de question que je reste à faire dodo, à manger du laitage et à demander à la nounou de m'emmener dans les bois. Ça ne te ressemble pas? Pour l'instant. Plus tard, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est non. Donc voilà quoi. Donc maintenant, je suis ici. Je ne sais pas de quel pays je suis. Si, je crois que je sais. Je suis d'un ordinateur. Quand j'ai un ordinateur, quand mon ordinateur fonctionne, je le mets dans un coin, près d'une fenêtre, et là, je sais que je suis chez moi. Ah, alors l'ordinateur et l'écriture, parce que l'écriture, ça a commencé quand et c'était pas forcément avec un ordinateur. L'écriture, c'est presque naturel. Je suis d'une famille de gens qui écrivent et qui lisent. Ma grand-mère écrivait. Oui. Elle écrivait des pièces de théâtre, on était obligé de les jouer à Noël. Je ne vous le souhaite pas, c'est au secours, grand-mère est là. Et là, vous êtes en train de jouer la Vierge Marie. Au secours. Ça a été formateur quelque part, non? Pour ma grand-mère, sûrement. Pour moi, ça a été au secours. Non, j'avais horreur du théâtre à ce moment-là, mais bon. Maman B, c'est comme ça qu'on l'appelait, Maman B tenait absolument qu'à Noël, nous jouions ces pièces. Donc, oui. nous jouions les pièces de... Bon,
elle a écrit d'autres textes, je m'en suis aperçue plus tard. Elle a écrit des biographies, bref, elle écrivait. Hmm. Ma mère était bibliothécaire, Ouais. enfin employée de bibliothèque, et j'ai vécu dans une bibliothèque, la Bibliothèque nationale, et puis ensuite la bibliothèque municipale. Mon père avait fait 47, donc après 47, il a fait tous les boulots. Il a été cordonnier, chauffeur de taxi, chômeur, et après, en 60, il est devenu rédacteur en chef. Waouh, c'est de la, c'est Ah de ouais, non, l'atypicité, c'est du cheminement, tout ça ça. a été un long cheminement. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà quoi. Donc, on a toujours vécu, dans une maison où il y avait des livres Ouais. qu'on avait même le droit de déchirer. C'est pas fréquent, Non, c'est pas fréquent. Enfin, c'est vrai qu'on en a déchiré pas mal. mais ça aide à les aimer peut-être. Hmm, Ça aide à les aimer, les livres. je crois que je peux pas vivre sans livre, très honnêtement. Ça aide à avoir un rapport privilégié avec les livres. Parce qu'on les tourne, on les feuillette, on les regarde, on a des personnages. Et puis surtout, merci maman, mais vraiment merci. Quand elle avait travaillé à la Bibliothèque nationale avec Juliette Ratzimandrav, D'accord. et j'ai connu Juliette, elle venait d'arriver, elle avait fait l'école de Chartres, et elle nous a emmenés à un monsieur extraordinaire qui s'appelait Emilson Daniel Njemalal. D'accord. Ouais. Là, je suis restée, jusqu'à maintenant, c'est l'éblouissement. C'était un petit bonhomme, tout petit, et qui nous a parlé de littérature, de la mer, en malgache en plus, parce qu'il faut dire que j'ai travaillé sur la fin du colonialisme, donc on ne parlait qu'en français. On était persuadés que seuls les hommes blancs écrivaient, surtout pas les femmes noires. Et là, il y avait Juliette. Et Juliette, ça a été l'émerveillement. Et puis après Juliette, Tu avais quel âge à ce moment-là? Parce que ça a dû être déterminant. 18 ans. C'est devenu une sorte de rôle modèle pour toi de te dire, en fait, c'est possible. 18 ans. Oui. Un peu moins de 20. Oui. Même 16, je crois, je ne sais plus. Et puis il y a eu Clarisse Retief-Angeman aussi. Et là, ça a été un éblouissement. Donc, je pouvais écrire. Mais j'ai mis du temps, énormément de temps, parce que quand on est une femme, on a des enfants, on a du travail, et puis c'est pas fait pour une femme écrire. C'est être une akuvav manen, une poule qui chante. Le chant et le manen, c'est pas la même chose en malgache. Mais non. on préfère c'était se mettre à écrire quand on est une femme, c'est être vraiment prétentieuse. Oui, c'est perçu comme ça. Bien sûr, non. Maintenant, elles chantent toutes, donc ça va. Mais à cette époque-là, oui, non, c'était hors de question. Oui. Et c'est mon mari qui m'a poussée à écrire. D'abord, avant lui, c'était une femme, une Française, qui m'a poussée à écrire. Je tenais un journal. Elle l'a lu, elle a dit il faut le publier. J'ai regardé, publié, moi. Elle dit oui, il faut le publier. Puis elle a tout fait. Elle a été le premier agent littéraire. Elle m'a fait retravailler le livre. Enfin, je lui dois énormément. Maintenant, elle n'est plus là, malheureusement. Et c'était à Madagascar, ça? Non, c'était à Madagascar. C'était à Madagascar, d'accord. Et après mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a un éditeur qui est débarqué, Cartala, qui a vu le livre, qui l'a emmené. Il a mis 2 ans pour pouvoir le sortir parce que personne n'y croyait, parce que je parlais de mon grand-père. C'était Dadabé, donc, c'était Dadabé. Que tu as sorti à ce moment-là. Okay. Et puis après Dadabé, ça a marché presque tout seul. Non, j'ai eu énormément de chance, mais vraiment énormément de chance. Et puis bon, c'est parti tout seul. Des fois, il faut des alignements de planètes pour que les choses fonctionnent, mais il y a eu du travail aussi, je pense. Il y a eu énormément de travail, et là, j'ai la fille de ma meilleure amie, Monique, qui m'a beaucoup aidée. Et là, je lui dois vraiment énormément de choses parce que ça a été...
Bon, excuse-moi, je vais parler de ta mère, mais elle était très rebelle. Oui. Elle était très belle et rebelle, mais plus rebelle que ça, tu meurs, n'est-ce pas? Et moi, je n'osais pas être rebelle. Et elle était à côté de moi, elle disait, mais vas-y, n'accepte pas, lâche pas, lâche pas. Oui. Voilà comment il faut faire. Oui. Et du coup, je suis allée jusqu'au bout. Elle m'a forcée à aller jusqu'au bout. Ah, des fois, il faut ça, hein. Ah ouais, non. Oui. Là. Et je crois qu'il y a un métier qui n'existe pas encore à Madagascar, c'est celui d'agent littéraire. L'agent littéraire, c'est la personne qui regarde votre manuscrit qui vous dit ça va, ça va pas, ça va pas, c'est pas ton boulot, ou continue. Hmm. Et quand l'agent littéraire vous oblige à vous rouler par terre tellement ça fait mal, c'est un excellent agent littéraire. Il vous pousse dans vos retranchements pour Il vraiment pousse dans les retranchements. Et améliorer encore le là, travail. vraiment, cette copine-là, jusqu'à présent, je suis émue Oui. quand je pense à elle, Oui. parce qu'elle a été l'agent littéraire. Elle m'a poussée. Avant, j'étais la petite malgache, presque polie. J'ai toujours été impolie. Toujours. Mais j'étais la petite malgache presque impolie, qui se tenait sournoisement. Qui n'osait pas être impolie, en fait. Qui n'osait pas être impolie, Oui. même si elle l'était, parce que ma mère était très impolie. Mais je n'osais pas ressembler à ma mère. Et puis, je me suis mise à écrire, et puis j'ai continué. Oui. Mais j'écris toujours des livres très sérieux. Ah, tu voudrais écrire des livres un peu plus impolis, un peu plus rebelles, un peu plus... Matene Kijo. Ou que diront mes fils et mes petits-enfants? Au secours. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un petit-fils ou une Non, pas petite fille. encore. Non, Et- pas encore, c'est pas de ton âge. Moi, j'ai des petits-fils qui me regardent et qui me disent « Né, tu vas pas sortir ça ?» Oui, mon petit-fils, je le sors quand même. Michel, l'une des raisons pour lesquelles aussi on voulait t'entendre aujourd'hui, c'est la sortie de ce livre, en Batmank, Le silence et la douleur. C'est un livre qui est sorti dans la douleur. Comment Oui, c'est comment un il est livre. né ce livre? C'est un livre qui est sorti dans une grande douleur, mais qui m'a permis de dépasser la douleur. Comment ai vécu ce livre? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je suis née les dernières années de la colonisation. Et j'ai passé toute mon enfance dans un grand lycée parfaitement raciste. Là, je le dis tranquillement, mais d'un racisme mais hallucinant. Où des profs osent vous dire, mais comment une malgache peut-elle parler le français aussi bien? Ben oui, je le parle le français, peut-être même mieux que les Français. Ils étaient venus pour nous civiliser aussi un petit peu, non? Ça Donc, m'a été dit. Ça veut dire que le travail a été bien fait? Ça m'a été. Ouais, le travail a été très très bien fait, tellement bien fait que j'ai dû. Ouais, non, de style. Ouais, vous les Mères, vous êtes des demi-sauvages, à moitié civilisés, et vous êtes là pour aller civiliser les autres qui sont des sauvages. Merci quand même pour les Mères et les autres. Mais ça m'a été dit plusieurs fois. Et malheureusement, ça m'a été tellement dit et redit que j'y ai cru. J'ose l'avouer. À un moment donné, j'y ai cru. Ben, j'en ai honte, mais bon, c'est tout. Et il a fallu... Et en fait, il m'a fallu des années pour m'en sortir des séquelles de ce racisme. Oui. Mais vraiment des années. Parce qu'il y a eu le racisme colonial, mais il y a aussi un racisme malgache. Ne venons pas dire que les malgaches ne sont pas racistes. Si, il y a un gros racisme malgache. Et moi, dans la belle famille que j'étais, j'étais la foncée qui a les cheveux crépus. Donc j'avais des stigmates. J'avais les stigmates de caste. Ce qu'on ne dit jamais. J'ai même entendu des oncles dire en faisant semblant de rigoler « Merci pour l'endez-vous ». J'avais 8 ans.
Ça m'est resté. Passons. Moi, je m'en suis sortie, pas lui. Donc, il y avait ces stigmates-là. Oui. Et il y avait plein... je suis maintenant dans la philosophie du décentrement. Ok. Explique-nous. C'est-à-dire que le décentrement, on n'a pas une seule identité, on a plusieurs identités. Et dans cette identité, je suis Merne, Oui. des hauts plateaux, Oui. des villages autour d'Amboïmang. Merci maman. Je suis aussi Merne de la périphérie, entre Bejanjan, Chianakama. C'est pas très clair. En Batouanga, c'est pas clair. C'est multiple. C'est multiple. J'ai vécu 30 ans en France. J'ai la double nationalité, maintenant je l'assume. J'ai été au lycée, on m'a fait apprendre le latin, le grec, mais à la fac, j'ai fait du malgacho, de l'arabico-malgache. Oui. Donc il y a tout ça. Oui. Et tu écris en français. Et j'écris en français, je traduis en malgache. En ce moment, je me suis lancée dans une opération qui est de traduire le journal d'Anne Frank en malgache. Il y a des moments, Magnifique, hein. il y a des moments, il y a des gens qui sont un peu fous. On a hâte. On a hâte. Non, il faudra 1 an de boulot. Mais bon, c'est passionnant. C'est passionnant. Et alors, je reviens en Batmang. Parce que moi, quand j'ai lu ton livre et que j'ai fini ton livre, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis dit, personne n'a réussi à me faire vivre cette période comme tu l'as fait à travers ce roman. Alors c'est un roman, mais en même temps, on y retrouve des gens de ta famille, on y retrouve les faits historiques qui se sont donc passés dans les années 1890. On a été officiellement colonisé sous protectorat français en 1896, mais en fait, moi j'ai découvert par exemple qu'il y avait déjà eu des guerres dans les 50 années précédant le 1896, et il y a eu en fait des guerres entre les Malgaches et la France pour que ce protectorat et cette colonisation se fassent. Et il y a vraiment des faits historiques en tout cas moi, pour certains d'entre eux, je ne connaissais pas, et je trouve que c'est l'une des vertus du livre de Michel, de transcrire dans un roman des faits historiques exacts. Et justement, je voulais aussi revenir vers toi sur ces faits historiques, parce que tu as dû faire énormément de recherches. Oui, tu as fait un boulot d'historien, là. Il y a 10 ans de recherche. J'ai presque envie de dire qu'il y a peut-être plus que 10 ans de recherche, parce que je crois que toute l'œuvre, tout ce que j'ai écrit tourne autour de Madagascar et des recherches sur cette identité-là. J'ai fouillé Gallica, j'ai fouillé les archives, j'ai cherché partout. Quand j'ai commencé ce livre, il y a une dizaine d'années, parce qu'il m'a pris 10 ans, sinon plus. 10 ans. Peut-être même plus d'ailleurs, parce que j'ai commencé beaucoup plus tôt. Je ne savais pas. Et petit à petit, j'ai découvert, petit à petit. D'abord, ma propre famille. Je suis fière de dire qu'un de mes ancêtres, Raman Rainzonshon, qui était un évangéliste, un pasteur, un des premiers poètes malgaches, a été celui qui a organisé les églises, les temples, pour pouvoir faire des cantines pour les militaires. D'accord. Et ça, j'en suis fière. Il y en a un autre dont je suis un peu moins fière, mais bon, passons. On a ce qu'on peut. Il y a ce grand-père, mais tu cites aussi, je me souviens, Ranjiambao, Ranarvé. Oui, non, il y a eu toute cette histoire. Non, il y en a un que je ne cite pas, parce que bon, passons. Mais le 19e siècle malgache est un siècle passionnant, mais vraiment passionnant, parce qu'il y a eu l'entrée de la modernité. Donc, il y a eu des apprentissages pour être médecin, l'arrivée de l'écriture à l'occidental, parce qu'avant, on avait l'écriture arabico-malgache. Oui. Il y a eu tout ça qui est arrivé.
à côté d'un truc terrifiant qui était la traite des esclaves. Mais bon, Oui. les esclaves, les gens que l'on piquait dans les champs et qu'on envoyait ailleurs, dont on ne parle jamais. Il faudrait peut-être commencer à en Et parler. dont tu parles, toi, dans ton livre, à un moment Oui, donné. on me l'a reproché, mais je suis désolée, moi j'étais pas là. Mais je suis responsable de ce qui se passe maintenant. Mm. Et donc il y a eu ça, il y a eu, il y a eu tout un changement qui est extrêmement important dans la vision de la femme. Les filles avaient été scolarisées presque au même niveau que les garçons. Enfin, en tout cas sur le plateau, Mirna Betsleo. Oui. Beaucoup aussi chez les Timieti. Mais bon. Donc il y a eu ça, l'arrivée des missionnaires qui a changé beaucoup de choses sur la donne, mais aussi qui a changé un truc terrifiant, c'est qu'avant, il n'y avait pas le colorisme qu'il y a maintenant. Qu'est-ce que tu appelles colorisme? Maïtshafut, qui maintenant est très fort. C'est la religion chrétienne qui a dit que Satan est noir, non pas blanc, et que Dieu est blanc. Mm. Ce qu'on a intégré jusqu'à maintenant. Et tout ça, c'était des questions que j'avais dans la tête. Oui. N'oublions pas que dans ma chère et tendre famille, je suis noire et crépue. Merci, quand tu as 8 ans, tu te prends ça dans la figure, au secours, quoi. Au secours. Et donc l'écriture de ce livre, c'est un peu un... C'est l'exutoire. C'est un exutoire, un exorcisme. Ça a été un exorcisme. Et il y a des pages où je me suis roulée par terre. Parce que quelque part, c'est aussi l'histoire de ma famille. Ranjembo, c'est mon grand-père qui a été médecin. Inga, c'est mon grand-père qui est à la campagne. Oui. Et c'est peut-être aussi moi. Tavao, Alors Tavao, c'est l'esclave. c'est l'esclave. En gros, là, sur le livre, Ouais. vous avez effectivement quelques personnages clés. Donc Ranji Imbo, qui est médecin, qui va en fait aller soigner pendant la guerre. Ouais. Ensuite, il y a Ranarvel qui est l'instituteur. Donc on rejoint ce que disait Michel tout à l'heure par rapport au fait qu'un certain nombre de Malgaches commencent à être formés en fait pour devenir médecin, pour devenir instituteur. Et Tavao, qui est l'un des personnages principaux, qui est l'esclave. En tous les cas, c'est comme ça que tu le décris. Et c'est très intéressant de voir justement historiquement comment notre société était structurée. C'est pas toujours facile à regarder en face, mais c'était la réalité. Et là, j'avoue que de savoir qu'il y a eu des Makua et des Machumbik, Mozambique, qui ont été arrachés de l'Afrique de l'Est dans des razzias et quand on a ramené à Madagascar pour être vendus, et qu'ils ont été vendus dans tout l'océan Indien, parce que les cafres sont dans tout l'océan Indien. J'ai mis quelques mois et jusqu'à présent, je bégaye quand je parle. Parce que c'est monstrueux, mais c'est la réalité. Et encore là, je ne parle que des Africains que les Malgaches détestent, encore maintenant, parce que les séquelles sont encore là. Parce que pour faire accepter que l'on a réduit en esclavage des personnes, il faut qu'on donne les raisons qui disent que c'est vrai, il faut le faire. Donc on a donné toutes les raisons, ne serait-ce que des raisons biologiques, parce qu'il paraît qu'ils sont mauvais, pour que les Africains soient détestés, donc réduits en esclavage. Quand on est crépus, ça fait bizarre. Et encore, de cela, on ne parle pas. On parle, on accepte. Mais qu'est-ce qu'on fait des Ouvavao? Qu'est-ce qu'on fait des gosses qui ont été arrachés dans les campagnes et vendus? Jajavao, vous savez ce que ça veut dire? Jajavao, vous et moi, si vous avez un enfant dans les campagnes,
en train de travailler dans les campagnes et j'ai des textes qui le disent. On prend le gosse, on l'arrache et il devient esclave. Et s'il arrive à sortir de l'esclavage, il est nouvellement ouva, vau. Donc c'est un système. Et ça, pour écrire Tavao, je crois que j'ai mis 2 ans. 2 ans pour dire que oui, ça a existé. Ça a existé, ouais. Oui, voilà les conditions dans lesquelles il était dans les bateaux. Parce que c'est vrai ça, dans les bateaux, il y avait des... Il y avait des cales. Il y avait des étages ouais. et le gosse, il était tout au fond et il se recevait tout. Et donc, je poursuis les personnages. L'un des derniers personnages principaux, c'est le Gwen. J'adore le Gwen. Parce que, en fait, Michel arrive à... En tout cas, tu as fait en sorte que chacun soit représenté. C'est-à-dire, lui, c'est le soldat qui vient de France et qui est en campagne, en fait, parce que la France a décidé qu'il fallait absolument que Madagascar devienne l'un des protectorats et l'une des colonies, suite à la répartition, le partage du monde entre les Anglais et les Français notamment, mais d'autres colonisateurs aussi. Alors, raconte-nous aussi, parce que c'est un personnage que tu aimes bien. J'adore le Gwen, parce que c'est un gros naïf. D'une naïveté, mais il est émouvant. Il va venir sauver le tiers-monde. Mon petit-fils aussi. C'est ce qu'on lui a dit. Ouais, un jour, mon petit-fils m'a dit, enfin maintenant il a 20 ans, il m'a dit, maman, je rentre à Madagascar et je vais sauver Madagascar. Je me suis assise comme ça, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais oui, mon fils, ouais, fais d'abord tes études. C'est un moment qui nous arrive à tous, en fait. C'est un moment qui nous arrive à tous quand on est jeune. Moi aussi, j'ai voulu sauver Madagascar. Heureusement que je me suis sauvée. mais c'est beau. Oui. Et ce gamin, il est beau. Il est d'une naïveté, j'ai presque envie de dire, il est d'une connerie. Excusez-moi du terme. On lui a dit, les pays du tiers-monde, il y a des sauvages, il y a une tribu qui est plus sauvage que les autres, va les protéger. Donc, il y va, baïonnette au canon. Je ne sais plus comment on dit ça. Et à la fin du livre, il s'est dit, je crois que je n'ai rien compris. Et c'est là où ton livre est intéressant, parce que on a presque là... Ce que tu arrives à transcrire, c'est qu'il n'y a pas de réel gagnant ou de réel perdant. C'est que l'individu, que ce soit ce soldat, que ce soit Tavao, que ce soit Ranjiambao, que ce soit Rana, on est tous dans une sorte de flou. Et quand on reprend le titre de ton livre, Le silence et la douleur, ce flou, il est aussi incarné par la période où on se trouve. Alors là, dis-moi, mais je me permets juste de resituer. Au moment où on se fait, où en fait, dans les années 1890, ce qui se passe, c'est que c'est donc Ranavalna III qui est reine, Reine Layarvoun qui est Premier ministre et qui, comme vous le savez, avait épousé les 3 reines. Sauf que quand il arrive avec Ranavalna III, il est quand même très âgé, il est vraiment vieux, épuisé. Et je trouve que tu décris très très bien en fait ce contexte de fin de règne, d'impréparation, d'indécision, et où finalement, après aussi les 50 années précédentes, où déjà il y a eu des guerres, on est déjà épuisé. Et ça va nous être fatal, puisque... avec cette impréparation et beaucoup de corruption aussi, et beaucoup de conflits internes entre les différentes factions malgaches, entre les différentes ethnies malgaches, puisqu'il y a eu des allégeances aussi. Les Sakalava, par exemple, un certain nombre de rois avaient prêté allégeance à la France.
On est dans ce contexte-là et où finalement, encore une fois, même si le protectorat a été acté, on est dans ce silence et cette douleur terrible. Et raconte-nous un petit peu comment... Tu l'as déjà tout dit. Non, non, c'est à toi de le dire. Non, mais est-ce que l'histoire ne se répète pas? J'ai pu raconter cette période parce qu'on est en train de la revivre maintenant. Ok. On est en train de... C'est la même imprécision, c'est le même engouement vers l'extérieur, c'est le même rejet de soi-même. Je crois qu'on vit la même chose. Il n'y a qu'un personnage que l'éditrice m'a demandé d'enlever et que j'ai enlevé parce qu'autrement je risquais de faire très très mal, enfin de recevoir des coups venant de l'aristocratie. C'était le personnage de la reine. D'accord. Qui est un beau personnage. Cette jolie jeune femme qui se retrouve reine sans comprendre ce qui lui est arrivé. Sans préparation, sans préparation, ouais. Sans rien, et Ouais. qui est là, qui essaie de temps en temps de dire mais non, il ne faut pas, et les gens vont... Et elle est devenue une icône pour les rebelles. D'un côté, elle est une icône, et de l'autre côté, elle est la mannequin des biscuits lus. Parce qu'on a fait d'elle la mannequin des biscuits lus. Ouais. Ouais. Ici. Ouais. Bon, on m'a dit tu l'enlèves. Bon, bah, j'ai enlevé. Je crois que j'ai eu raison parce que c'est un personnage trop douloureux, très douloureux. Et non, je crois que malheureusement, jusqu'à maintenant, on vit la même chose. On ne sait plus qui on est. On ne parle jamais, jamais, jamais du travail psychologique qui est fait contre les peuples vaincus. Je ne parle pas de colonisation. Tu y contribues là, je trouve. Grâce à ce livre, tu nous aides en tout cas à faire ce travail psychologique. En tout cas, merci de le dire. Mais moi il m'a aidé. Ouais. Parce qu'une fois terminé le livre, je me suis dit, excuse-moi, je suis vulgaire, bande de cons. On a été vaincu de guerre. On a perdu une guerre. C'est tout. Alors, tout ce qu'on vous raconte sur la civilisation, on se calme là. Actuellement, on est en fin de civilisation. Aussi, enfin, en tout cas, il y a des choses En tout cas, on est en fin de cycle. Alors qu'on arrête de dire gna gna gna. Maintenant, tout le monde va dans les recycleries, mais qui sont les premiers à avoir recyclé? À Madagascar, on a toujours recyclé. On ne rentre plus. Il y a peut-être une inversion de modèle, c'est-à-dire que le modèle qui marche... mais le modèle, je suis désolée, mais le modèle, c'est nous qui l'avions. Mais on nous a dit, ouais, non, ça ne fait pas marcher le développement, ça ne fait pas marcher la richesse, ça ne fait pas marcher le pays. Bon, ben ça va, maintenant ça marche tellement bien que tout le monde se casse la figure. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais j'ai décidé. Mais ça va, quoi. À un moment donné, il faut commencer à se poser la question de savoir qui est quoi, qui fait quoi. Je ne suis pas contre les peuples, mais je pose le problème des modèles socio-économiques qu'on nous impose. Ouais. Le thème, c'est la résilience de ce ZAM 2024. Et Ir le disait tout à l'heure en début de session, la résilience, c'est tout un cheminement, un processus où, quand on passe par un certain traumatisme, à un moment donné, peut-être, on arrive à se relever, à digérer ce traumatisme, et en tous les cas, à se reconstruire. Tu trouves qu'on en est où? Est-ce qu'on est encore dans une phase d'hébétement? Je ne sais pas, mais je donne un exemple. Je sors d'un truc fabuleux, qui est un salon du livre du monde rural qu'on a monté dans mon association, dans un village à peu près 50 km à vol d'oiseau, 100 à peu près.
on était très contents, fiers de nous. On a eu l'ambassadeur de France, le secrétaire général du ministère de la Culture, des représentants du ministère enfin, le préfet. Génial. Opération Bouc. Opération Bouc. Avait de quoi rouler des mécaniques, ce que j'ai fait. Et surtout que j'ai failli avoir un infarctus parce que je me suis retrouvée toute seule, souvent à faire le boulot. Passons. Sauf que la semaine dernière, merci les paysans, on m'a dit que les paysans du village n'étaient pas très contents parce qu'ils se sont dit, au fait, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Ils ont eu beaucoup de sponsors. Et c'est quoi les ristournes pour le village? Oui. Là, je me suis posée 5 secondes. J'ai dit, j'ai loupé une marche. J'ai loupé une marche. Donc j'ai réfléchi et j'ai envoyé un mot au maire en disant, OK, dès que je reviens de France, on va se voir, on va discuter et on va monter un comité d'organisation dans lequel ils seront. Oui. Ouais, c'est compliqué ces situations-là. Il faut embarquer tout le monde en fait. Mais mettez-vous à leur place. Mais oui, non, mais je me suis mise à leur place. Vous voyez des 4x4 débarquer, vous voyez des gens qui viennent passer la journée, vous voyez des livres qui vous coûtent 1 mois de salaire. Tout le monde est content. Monsieur l'ambassadeur de France est arrivé avec le drapeau tricolore. Le préfet est arrivé avec une voiture de police. Et lui, il est là. Il se dit, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Voilà. Mais ce qui est génial, c'est qu'il l'a dit publiquement. Oui, et c'est important qu'on l'entende. Et on l'a entendu. Parce que d'habitude, il serait retiré dans son coin et il n'aurait rien dit. Mais ça veut dire qu'il y a un pas qui a été franchi. Il a dit, OK, bravo, félicitations. Et nous, et nous, et nous, et nous. C'est ça la résilience. D'arriver à dire, OK, félicitations les mecs. Et nous, vous faites quoi de nous? En tout cas, franchir le pas de s'exprimer et de dire son besoin. Voilà. Ouais. Et là, il l'a dit. Ouais. Ils l'ont dit. Parce que c'est 3 chefs Fouctan qui sont venus dire et nous, et nous, et nous, et nous. Bon, ben, je vais revoir et je vais leur dire et moi, et moi, et moi, et moi. Alors, je pense qu'au niveau du timing, on est proche de la fin, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. J'ai l'impression qu'il y en a une. Ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait pas. Avec quelqu'un comme Michel, il faut en profiter. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Et moi, j'avais une question, c'était en fait, quand on voit la tournure de la France, qui est de plus en plus, comme on avait dit, qui réécrit l'histoire, on voit en fait que le Rassemblement national arrive à fidéliser 12 millions de Français et qu'on est aussi dans ce truc de déni de colonisation, finalement, avec le temps. Moi, je voulais savoir comment on fait accepter un livre, justement, qui rappelle ces moments-là de la colonisation et sous différentes visions. En plus, comment on fait accepter un livre comme ça en édition, en publication? Voilà, quel a été le travail qui a été fait derrière, en fait, dans des contextes comme ici, ou encore pareil dans un contexte comme Madagascar, où on a pas mal de financeurs français, et voilà quoi, cette empreinte post-coloniale, en fait, qui est encore très présente. Ce livre a été boudé par les médias français. Mais ce sont des gens, ce sont les métis et les noirs qui l'ont porté à bout de bras. Mon éditrice est mauricienne, très, très francophile. Elle en a bavé. Elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Moi, j'ai rigolé. Je lui ai dit, tu ne sais pas où tu te lances. Et elle a pris
Elle a pris la démarche éditoriale actuelle de faire en sorte qu'on fait beaucoup de tapage et le livre vit 3 mois, 1 an, 2 ans, et au bout de 2 ans, il est mort. Ce livre-là, dans 10 ans, il va encore exister pour une raison pure et simple. C'est que je vais y aller doucement, tranquillement, en marronnage. J'ai déjà travaillé, je vais travailler avec un jeune malgache et je lui dis, tu sais, les malgaches n'ont pas eu le temps de voir ce livre. À Madagascar, il coûte trop cher. On va l'éditer à Madagascar et je vais faire le tour de Madagascar parce qu'il coûtera moins cher. Il sera moins beau, il sera moins cher et je vais faire le tour des écoles. Dans 10 ans, il sera encore là. Peut-être qu'il faudra que je le réécrive différemment. Mais, ou alors il y aura un autre livre qui va suivre. Mais comment on fait? J'ai quitté, avec ce livre, j'ai quitté le circuit classique de l'édition, qui est une édition, voilà, on le fait. Regardez, ça fait 2 ans que le livre est sorti, vous êtes encore tous là. Il y a des associations, il y a des associations, etc. Et à un moment donné, l'auteur doit porter son livre. N'est-ce pas, Madame Millot? L'auteur doit porter son livre. C'est tout. D'autres questions? Ok. Bonjour à tous. Merci Madame Rakoutson pour votre intervention. Je voulais revenir sur la question esclavagiste à Madagascar, donc le fait que nous-mêmes malgaches, on ait traité nos semblables comme de la marchandise en fait. Je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui ça a encore des séquelles psychologiques dans la population? Est-ce que ça nous empêche encore politiquement de faire nation? Ce fait de, justement par le passé, ne pas s'être vu comme des égaux? La communauté que je connais bien, c'est la communauté Merne. Alors, si dans la communauté Merne, vos ancêtres vivent en Bouiputsi, ne leur ramenez pas un Ambantanan, un Ndavamab. Il fera l'aller-retour. Je ne sais pas si c'est clair. Vous aurez une femme de votre famille qui va dire et votre père qui dit même si le Ambantanan est un docteur en droit. Merci Michel. Je crois que ça nous fait tous réfléchir et en tous les cas, j'espère, et je pense, en tout cas moi j'espère que nous sommes en train de cheminer et d'avancer par rapport à cette question. Nous avançons. Mais ça prend du temps, effectivement. Et je voulais aussi indiquer qu'il y a une conférence qui va avoir lieu la semaine prochaine, en fait. Et le titre, l'intitulé, c'est « Faire nation », justement. On est en train de se construire encore. Et pour se construire, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on le fasse ensemble avec les différentes composantes de notre société. Et en tout cas, le think tank Diapason organise cette conférence et on vous attend nombreux parce que c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. Donc merci encore Michel, ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous tous d'être là. Et je crois que ton livre est disponible dans les librairies éphémères dans le village. Donc allez-y. C'est pas évident d'y entrer. C'est comme tout, quand c'est difficile, il faut y aller. Il y a des chiffres, il y a de la vérité historique et la narration de Michel. Donc on y apprend énormément. Et si vous le lisez, ne le lisez pas avec l'accent français. Lisez-le avec l'accent malgache.
Oui, J'ai il faut que tu validé. nous dises. Non, très honnêtement, je parle très sérieusement. On ne savait plus si c'était des rumeurs ou des nouvelles. Rien n'était joué, disait-on, pour se rassurer. Et les voix devenaient insistantes. L'armée française est attendue à Majinga. Si vous rentrez dans ce texte avec dans vos têtes, si c'est ça que vous avez, ça va aller. Et c'est ça qui est difficile au début, mais il faut y aller. Voilà. Question ? Il y a une dernière question, s'il vous plaît. Alors, avec Michel, on fait des prolongations, hein. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention, ça m'a vraiment touchée. Je voulais savoir si c'était prévu d'avoir une lecture en audible du livre. Tu sais, sur les podcasts. Je reviens en février. Je l'ai fait à Madagascar. En fait, je suis née ici et je comprends le malgache, mais je ne le parle pas. Et en vous entendant parler, j'aurais bien aimé avoir l'écoute de la lecture. Je pense que je vais tourner en lecture de ce texte avec un musicien. Je reviens en février et je crois qu'en février, la traduction, la version en malgache éditée à Madagascar, oui, la version écrite en malgache éditée à Madagascar sera prête. Je reviens avec et je vais voir si je ne vais pas faire une tournée du texte en malgache et en français dans la communauté malgache en France. Avec impatience. C'est dans ma tête. Merci beaucoup. Merci Michel. Et puis, pour ceux qui souhaitent, à la librairie éphémère, je pense que Michel sera encore là avec son livre, donc profitez-en. Merci Michel. Thank you.